Bien, chers amis, je suis très heureux de me retrouver en votre compagnie. D'accord, donc, buenas tardes, estoy encantado de estar hoy aquí otra vez con ustedes. Surtout pour travailler sur un thème que vous connaissez bien, sur l'éducation physique et la praxéologie motrice. Sobre todo para hablar sobre un tema que ustedes ya conocen, que es la praxeología motriz y la educación física. Eh bien, parlons un peu de la praxéologie motrice. De quoi s'agit-il? En quoi cette discipline apporte-t-elle des choses nouvelles? Vamos a hablar primero de la definición de praxeología motriz. En quoi est-elle utile et apporte-t-elle du nouveau? Y qué aporta de nuevo. On n'a pas attendu la praxéologie motrice pour parler du football, de la natation, du ski. Donc, vous comme moi, nous avons parlé de sport et d'éducation physique avant la praxéologie motrice. Alors, en quoi la praxéologie motrice nous apporte-t-elle des éléments neufs? En que la praxeología motriz nos aporta elementos nuevos, puesto que antes de la praxeología ya hablábamos de fútbol, de esquí, de natación, etc. Prenons le football. Les biologistes, les physiologistes parlent du football, des problèmes bien sûr d'intervention physiologique, sanguine, pulmonaire. Donc les biologistes, les biomécaniciens ont parlé du football. Hablando, por ejemplo, del fútbol, pues los biólogos, los fisios ya hablan de los problemas de corazón, de los problemas pulmonares. Entonces, de esta manera ya estamos en algún sentido hablando de praxeología motriz. Les sociologues ont parlé du football, des matchs, des Jeux olympiques, des représentations collectives liées au football, de l'imaginaire du football. Donc les sociologues ont beaucoup parlé du football. Los sociólogos, por ejemplo, también han hablado de fútbol, de la representación colectiva, del imaginario. Ellos también han hecho referencia a la praxeología motriz. Les psychologues aussi, enfin je ne vais pas développer, les psychologues parlent du football pour la petite enfance, que le football est une situation de groupe intéressante, qui permet de solliciter la motivation, l'image de soi, la représentation du schéma corporel. Donc les psychologues aussi nous parlent du football. Los psicólogos también hablan de fútbol en el sentido de la colectividad, la motivación, el sentido grupal, desde la infancia hasta las edades más adultas. Bon. Je ne vais pas en dire plus, nous pourrions ajouter la linguistique, la pathologie, etc. Donc, notre domaine, qui est le domaine du sport, des jeux et de l'éducation physique, a déjà été abordé par les scientifiques. Alors, qu'est-ce que nous allons proposer de neuf par rapport à tout cela? ¿Qué vamos a proponer? ¿Qué es lo nuevo que vamos a proponer como especialistas de los deportes? Eh bien, quand on observe ce qui se passe dans nos écoles, dans nos universités, on s'aperçoit que les étudiants reçoivent un enseignement de sociologie de sport, de psychologie, de médecine, d'informatique, etc. Ils parlent de tout, sauf de quelque chose de particulier qui est propre à l'activité physique. Cuando estudiamos en nuestro dominio en nuestro campo de la educación física, hablamos de psicología, ¿de quoi? Oui, sociologie, sí, biologie. La biología, mencionamos la informática, pero no hablamos de algo propio y concreto. Quand j'étais étudiant à l'École normale supérieure d'éducation physique, comme mes camarades, j'avais beaucoup de cours de biomécanique, de psychologie, de technique, mais quand je suis sorti de l'ENSEP, après 4 ans d'études, je ne connaissais pas mon métier. J'avais des connaissances en sociologie, en psychologie, en biologie, mais le métier, c'est pas ça. Le métier, c'est la connaissance d'une personne qui agit, qui met son corps en jeu. Cuando salí de l'école normale, l'École normale supérieure d'éducation physique. Cuando salí del Colegio Normal Superior de Educación Física, me di cuenta de que sabía sobre psicología, biomecánica, etcétera, pero no conocía después de 4 años verdaderamente en qué consistía mi trabajo. Et quand j'étais avec mes élèves sur le terrain, je me suis rendu compte que les connaissances de biologie ne me servaient pratiquement à rien. Car j'étais parfaitement, ayant mon baccalauréat, je connaissais bien le corps suffisamment pour faire courir les élèves, pour les faire jouer,
je n'avais pas besoin de la connaissance de la digestion et des phénomènes très compliqués du corps humain pour mettre en œuvre mes séances d'éducation physique. Cuando ejercía como profesor, me di cuenta de que mis alumnos, al ver trabajar a mis alumnos, a mí no me hacían falta los conocimientos propios de biología, cosas como la digestión, a mí no me hacían falta porque yo sabía cómo reaccionaban ellos ya. Alors, je vais très vite. Petit à petit, je me suis dit, il faut trouver une nouvelle approche du sport, des jeux et de l'éducation physique. Entonces me di cuenta en ese momento de que tenía que buscar una nueva aproximación al deporte y a los juegos. En effet, toutes les disciplines ont un objet. La psychologie a un objet, c'est les phénomènes de conduite, de pensée, la biologie. Bon, nous, aurions-nous un objet en éducation physique et en entraînement sportif? Oui, cet objet, c'est la mise en jeu du corps. Me di cuenta de que debía buscar un objetivo y ese objetivo pasaba La mise en jeu du corps. por la puesta en práctica del cuerpo, C'est-à-dire la conduite motrice. la conducta motora. C'est-à-dire, la conduite motrice, c'est le comportement moteur qu'on peut filmer associé au sentiment, à l'émotion, au cognitif, à l'inconscient. C'est toute la personnalité. La conduite motrice, c'est par l'intermédiaire de la motricité toute la personnalité du pratiquant qui se met au jour. Entonces me di cuenta que lo que debía observar era la conducta motriz, tanto la parte psicológica, la parte física, etc. Ce qui fait que j'ai défini un nouvel objet qui est la conduite motrice. Entonces definí la conducta motriz comme objet scientifique. como objeto científico. Vous voyez, là c'est un problème un peu compliqué, c'est de l'épistémologie, mais on ne peut pas y échapper. Hein. Il faut savoir de quoi on parle. Hein. Mon idée c'est celle-ci. De quoi parlons-nous? Entonces vamos a tratar aquí exactamente de qué estamos hablando. Eh bien, nous parlons des conduites motrices. Nosotros hablamos de conducta motriz. Et lorsqu'il y a plusieurs enfants, plusieurs joueurs, on peut élargir le concept, parler d'action motrice. Podemos hablar cuando vemos a diferentes niños, a un grupo de niños jugando, entonces hablamos de diferentes conductas motrices. L'action motrice se rapporte à un sujet tout seul ou à toute une équipe. La acción motriz se refiere tanto a un individuo como a un grupo. Donc, nous avons cherché à développer une science de l'action motrice. Entonces, en ese momento empezamos a desarrollar la conducta motriz, Une science de l'action motrice. una ciencia de la acción motriz Voilà. Ou praxéologie motrice. o praxeología Hein, motriz. praxéologie, c'est praxis, c'est l'action, logos, c'est la science, la connaissance, donc science de l'action, et il faut ajouter motrice. Parce que l'action n'est pas forcément motrice. Hein. L'action d'un manager, elle est cognitive. Mais nous, nous tous, là, nous nous occupons de l'action motrice de nos élèves, de nos athlètes. Donc, notre travail, c'est d'essayer de comprendre ce que font les athlètes, les enfants, quand ils agissent. Que font-ils? Sous quelles conditions? Y a-t-il une relation de cause à effet? Entonces, nosotros nos vamos a encargar del estudio de la praxeología motriz. Praxis es la práctica y luego logos, pues, c'est l'acción. Science, le logos, c'est la science, le discours, la connaissance. Es la ciencia, el discurso, el conocimiento. Pero además a esto le debemos añadir la palabra motriz, entonces tenemos que observar qué hacen nuestros atletas, qué hacen nuestros deportistas. Alors, est-ce que c'est utile? Qu'est-ce que ça nous apporte? Alors, ça donne à l'ensemble des enseignants d'éducation physique, ça donne une spécificité, spécifique, c'est-à-dire une espèce. Ça donne un domaine, un objet qui n'appartient à aucune autre discipline. La praxéologie motrice, ce n'est pas la sociologie, ce n'est pas la biologie, ce n'est pas la pathologie, c'est une discipline qui s'occupe d'un objet propre, original. Ustedes como profesionales del mundo de la educación física en este caso, deben... Ay, perdón. Spécificité. Non, mais c'est qu'il cherche un objet concret.
oui, propre. Sí, la praxeología motriz no es ni la sociología ni la psicología, es una ciencia nueva a la que debemos aproximarnos. Alors ça, c'est la spécificité. Alors c'est utile, parce que si nous n'avons pas de spécificité, nous ne sommes que les répétiteurs des autres disciplines. Sinon, nous serons des sociologues du sport, des biologistes du sport. Mais moi, quand j'étais doyen de ma faculté, je disais aux professeurs d'éducation physique, si vous voulez devenir sociologue, c'est très bien, mais n'allez pas en STAPS, n'allez pas en éducation physique, venez dans ma faculté de sociologie. Parce que sinon, quel est le travail de la personne? Est-ce qu'elle fait de la sociologie ou est-ce qu'elle fait autre chose? Si elle veut faire de la sociologie, qu'elle aille dans une faculté de sociologie. Mais vous et moi, nous sommes ailleurs, dans un établissement qui s'occupe du sport et de l'éducation physique. Il nous faut donc un objet particulier que n'ont pas les autres. Ce qui fait notre spécificité, notre personnalité, c'est la praxéologie. Nuestra especialidad no es ni la sociología ni la psicología, debemos aproximarnos a la especialidad concreta que es la praxeología motriz. Y cuando él era rector, siempre les decía eso a sus profesores, que si ellos querían ser, no debían ser repetitivos y estudiar objetos que se estudiaban en sociología u otras cosas que se estudiaban en psicología. Debían atender exclusivamente a su especialidad, que en este caso era la praxeología motriz. Donc, c'est le premier caractère, si vous voulez, la spécificité. Deuxième caractère, l'identité. Nous ne sommes pas des professeurs de pure technique sportive. Nous ne sommes pas des professeurs de morale. Nous ne sommes pas des professeurs de médecine. Nous sommes des professeurs qui enseignons l'action motrice. Cela nous donne notre identité. À l'université, nous sommes des praxéologues qui ne sont pas des sociologues, qui ne sont pas des ethnologues, ils travaillent sur la praxéologie. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas au reste, mais notre identité, c'est la mise en jeu des corps dans le sport, dans le jeu, dans l'activité physique. C'est notre identité. Pardon. El primer elemento que vamos a tratar es la especificidad y después la identidad. Debemos buscar, esto no significa que no nos interesemos por otras disciplinas, pero debemos ser rigurosos a un solo objeto que somos praxiólogos. Praxéologie. Sí, ¿no? Praxiólogos. Et donc, deuxième caractère, vous voyez, premier caractère, spécificité, deuxièmement, identité, maintenant, unité. Parce que vous qui êtes là, vous avez ce qu'on appelle des spécialités différentes. Certains d'entre vous, vous enseignez les sports collectifs, d'autres la natation, d'autres je sais pas moi, les agrès, la barre fixe, les barres asymétriques, d'autres la danse, l'expression corporelle. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que quelqu'un qui enseigne le tennis fait la même chose que quelqu'un qui enseigne le golf ou le football? Apparemment, il n'y a aucun rapport. Hein, vous voyez bien, les gens nous disent « Ah, le tennis, ça n'a rien à voir avec la natation. » Eh bien si, ce qu'il y a à voir, c'est ce qu'il y a en dessous. Et en dessous, il y a l'action motrice. C'est-à-dire que le professeur de tennis ou le professeur de sport collectif, enseigne une façon de se servir de son corps et il met en œuvre des conduites motrices. C'est ça qui caractérise notre identité et qui assure l'unité de nos pratiquants. Ce qui fait qu'en praxéologie, on peut très bien enseigner le volleyball, le ski, le vol à voile, le roller. Tout cela, c'est la mise en jeu du corps, c'est les conduites motrices. Et vous qui êtes spécialisés, supposez que vous deviez changer de spécialité. C'est très difficile quand on est formé uniquement avec les techniques. Mais quand on est formé en action motrice, qu'on connaît bien les principes de l'action motrice, pas de difficulté. On peut, aujourd'hui par exemple, ma génération, nous n'avons jamais sauté en Fosbury. Ah oui, que sí, ¿no? A ver, nosotros aparentemente no tenemos nada que, bueno, ustedes no tienen nada que ver, puesto que son especialistas en juegos colectivos, en voleibol, en natación, y aparentemente no tendrían nada en común, pero sí que tienen algo en común, que es lo que está debajo, que es la acción motriz.
Si ustedes tuvieran que cambiar de especialidad en algún momento, por ejemplo, de voleibol a natación, en principio sería difícil, pero teniendo esa base y conociendo la acción motriz, sería posible. Par exemple, ma génération, nous n'avons jamais sauté en hauteur en Fosbury. Hein, c'est Dick Fosbury qui a inventé le franchissement dorsal, notamment aux Jeux Olympiques en 1968 à Mexico, qui était médaille d'or, avec son saut dorsal. Ceux de ma génération, mes camarades, moi-même, on n'a jamais sauté en Fosbury. Nous, on sautait en ventral ou en costal, et à la fin en ventral plongé. On ne connaît pas le Fosbury, mais on peut parfaitement enseigner le Fosbury, parce qu'on connaît les principes moteurs. On analyse le geste, qu'est-ce qui se passe, le rapport à l'espace, le rapport au temps. Et on enseigne, et ça se passe très bien. Non pas parce qu'on ignore le Fosbury, mais parce qu'on est capable d'analyser le Fosbury à partir des principes de l'action motrice. Vous voyez, ce qui sous-tend nos activités, c'est l'action motrice. On m'a même signalé, on m'a dit qu'il y avait un entraîneur de natation au Racing Club de Paris qui avait des résultats fantastiques et il ne savait pas nager. Mais il avait analysé, si vous voulez, c'est un cas un peu rare, mais il avait analysé la natation, les principes moteurs, l'action motrice. Et on peut, et vous-même, peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, vous allez devoir enseigner une technique que vous ne connaissez pas. Vous voyez, vous l'analysez à partir de l'action motrice. C'est ça notre travail. Por ejemplo, nos pone un caso de un entrenador en París que tenía los mejores resultados con sus alumnos y sin embargo él no sabía nadar. Es un caso un poco extraño, pero lo que importa es que sabiendo y conociendo los principios de la acción motriz es posible desarrollarlo. ¿Y el salto en altura? Fosbury. ¿Vous ne connaissez pas? No, ¿qué Ah, oui. El salto en altura de Dick Fosbury no lo conocía. Mis colegas tampoco, pero están capaces de enseñarle. Los movimientos, son capaces de hacerlo. A causa del análisis de la situación motriz. Alors, vous voyez, nous avons spécificité, l'identité, l'unité et enfin la scientificité. Parce qu'à partir du moment où l'on part sur des bases d'action motrice, on peut parfaitement faire un travail scientifique normal. Entonces tenemos especificidad, Alors, spécificité, identité, unité, scientificité. Y luego scientificité. Scientificidad. D'accord. Donc à partir de là. Oui, alors c'est défini à partir de l'action motrice. Le travail scientifique est tout à fait banal et classique et possible. Entonces, a partir del conocimiento de los principios de la acción motriz, la investigación científica, digamos, puede ser posible. Bien, alors, nous parlerons tout à l'heure de logique interne et de logique externe. La logique interne, c'est tout ce qui concerne l'action motrice, proprement dite. La logique Hablaremos interne. de la lógica interna y de la lógica externa, y en la lógica La logique interne, c'est tout ce qui concerne la motricité elle-même. Entonces, en la lógica interna se encuentra la motricidad en ella misma. Le rapport à l'espace, le rapport aux engins, rapport à l'espace, rapport aux engins, rapport au temps, rapport aux autres. Relación con el tiempo, con el espacio, con los demás. Voilà. Et ça, c'est la logique interne. Et la logique externe, ce sont les facteurs d'influence extérieure qui vont jouer et intervenir sur la motricité. Entonces, la lógica externa son aquellos factores aquellos factores externos que intervendrán en la acción motriz. Par exemple, au cours d'un match, la présence de spectateurs. Por ejemplo, en una carrera, la presencia de espectadores. Par exemple, si c'est des garçons ou si des filles. Si son chicos o chicas. Éventuellement des problèmes économiques ou des problèmes politiques. Eventualmente problemas económicos y políticos. L'enjeu d'un match. Sí, el ambiente, ¿no? Non, l'enjeu.
lo que- El entramado. non, l'enjeu, ce qui compte, le défi, el desafío, ayer el equipo de España ha ganado el handball. Balonmano. Hay un desafío magistral. Es un factor importante del partido que influencia los jugadores. Sí, a lo mejor la presión que, Voilà. que influencia. Es logique externe. Lógica externa. Alors vous voyez, logique interne, c'est tout l'accomplissement de la motricité. Et la logique externe, ce sont les influences extérieures. Garçon ou fille, l'âge, le milieu, le contexte, etc. También influye la lógica externa, la edad, el medio, el sexo, etc. Voilà. Alors, je ne vais pas en dire plus, je vais passer à la deuxième partie, mais je vais quand même dire une chose. Là, j'ajoute que, à mon sens, c'est la praxéologie motrice qui constitue le fer de lance de l'enseignement de l'éducation physique. Vamos a pasar a la segunda parte, pero antes quisiera añadir que la praxeología motriz es La colonne vertébrale la columna vertebral d'un établissement de formation des professeurs d'éducation physique, de un edificio o d'un établissement, de d'une una faculté, institución, de profesores de educación física. Pour ma part, moi, j'ai enseigné la praxéologie motrice depuis 30 à 40 ans avec mes étudiants de l'ENSEP qui sont devenus professeurs d'éducation physique. Et parmi eux, j'avais comme étudiants les sélectionnés olympiques. Il y en a même qui sont devenus médailles d'or aux Jeux olympiques. J'avais donc des ultra spécialistes d'athlétisme, de sport. Et j'enseignais la praxéologie motrice et ça plaisait beaucoup aux étudiants. Durante mis 30 o 40 años de enseñanza, he tenido entre mis alumnos a medallistas de oro de los Juegos Olímpicos. Les he enseñado praxeología motriz y les ha encantado. Mais chaque athlète essayait de comprendre ce qu'il faisait à partir de l'action motrice, sachant que l'action motrice connaît des illustrations multiples. Ce que fait un joueur de handball n'est pas la même chose de ce que fait un coureur de 1500 mètres. C'est différent, ou d'un joueur de rugby. Mais l'étudiant cherchait, à partir de l'action motrice, de comprendre ce qui se passait dans son équipe, dans son entraînement. A partir del estudio de la praxeología motriz, cada atleta, sea en rugby, en balonmano, etc., quiere saber exactamente lo que pasa cuando practican este deporte. Oui. Donc, vous voyez, à mon avis, mais ça, on peut en discuter, dans nos établissements, dès la première année, il faut donner un enseignement de praxéologie motrice. Pas uniquement, on enseigne aussi la biologie, la sociologie, tout ça c'est très intéressant. La sociologie, c'est pas moi qui vais vous dire que c'est inintéressant, je suis professeur de sociologie, mais je suis aussi professeur de praxéologie. Et quand j'enseigne à des étudiants de sociologie, je fais de la sociologie, bien sûr, mais avec mes étudiants sportifs, je fais de la praxéologie. C'est pas la même chose. On a besoin de la sociologie, c'est très bien. On a besoin de la biologie, on a besoin de l'histoire, de la psychologie, tout ça, des mathématiques, de la linguistique, tout ça c'est utile. Mais notre travail à nous, qui formons les étudiants, c'est de faire une synthèse de type praxéologique. Desde el primer año, bueno, en su opinión, desde el primer año de este estudio de educación física, debería enseñarse la praxeología motriz. Esto no significa que no sea importante el estudio de la sociología, puesto que él no lo va a poner en duda, puesto que es profesor de sociología. Pero es tan fundamental como la enseñanza de la sociología, de la psicología, de la biología, etc. Voilà. On pourra en discuter tout à l'heure. Que podremos discutirlo más tarde. Alors voyons maintenant la recherche elle-même. Je vais passer à la recherche. Je ne pourrai pas développer en détail chaque recherche. Je vous présenterai les idées générales. Mais tout à l'heure, vous pourrez me poser des questions, si vous le souhaitez, sur les détails des données que je présenterai. Vamos a pasar a la segunda parte correspondiente a la parte de investigación. No va a entrar exactamente en detalle en todas las teorías, pero después, al final, cuando ustedes hagan las preguntas, podrán hacerle cualquier pregunta en detalle. Alors, vous voyez,
ma position de départ, elle est très simple. En praxéologie motrice, on se situe dans le cadre banal et classique de chaque discipline scientifique. Nos situamos en la praxeología motriz en la más pura, Classique. sí, en lo más clásico, en la posición más clásica. Et comme tout scientifique, nous devons suivre des raisonnements avec rigueur, avec contrôle. Nous devons émettre des hypothèses, les soumettre à vérification. Nous devons analyser les choses comme toute discipline. Como todo científico y como toda disciplina científica, debemos debemos analizar, hacer hipótesis, etc. Par exemple, partons, si vous voulez, d'une première démarche, l'observation et la description. Debemos partir de la observación y la descripción. Alors, je vais prendre un exemple simple de jeu. Voyez? Alors, c'est une fiche d'observation de jeu. Alors, avec mon équipe de recherche, nous avons établi plusieurs fichiers de jeu. En voici un. À l'intérieur, il y a des fiches, une fiche par jeu. On donne les règles du jeu, on l'explique, on l'illustre. C'est un travail de recueil de données sur le terrain. Tenemos aquí una ficha de observación y consta de varias fichas, una ficha por cada juego, y en ellas tenemos explicaciones del juego, las reglas, ilustraciones. C'est ça. Alors, c'est un travail qui peut paraître simple, mais ce n'est pas facile d'expliquer un jeu en donnant les règles, les aspects pédagogiques. Mais je crois qu'il faut commencer par cela. Et c'est pareil à la barre fixe, aux barres parallèles. Il faut expliquer, observer. Alors, l'observation, en réalité, c'est compliqué l'observation. Parce que quand on observe, on a des hypothèses. C'est-à-dire qu'on ne peut observer qu'avec tout un travail de réflexion préalable. El trabajo de observación realmente no... Bueno, antes que nada voy a decir esto. El hecho de realizar una ficha para cada juego puede parecer muy simple, pero no es fácil explicar las reglas del juego, los aspectos pedagógicos, etc. Y ahora, pasando a la observación, el trabajo de observación debe partir de reflexiones y de la puesta en marcha de hipótesis. Voilà. On ne peut observer de façon scientifique qu'à partir d'hypothèses, de grilles ou de concepts, et on n'observe pas n'importe quoi. On choisit ce qu'on va observer. Hein. Alors, ici, vous voyez, bon, c'est un jeu, l'ours et son gardien. Je n'insiste pas sur les détails, mais vous voyez, on regarde le type de jeu. Est-ce qu'il est psychomoteur ou sociomoteur? Est-ce qu'il se pratique sur quel type d'espace? Y a-t-il du matériel? Est-il fabriqué par les enfants? No va a entrar exactamente en detalle, pero bueno, la fase de observación, nosotros no observamos cualquier cosa, nos centramos en un aspecto concreto y en este caso, no va a entrar en detalles de la ficha, pero bueno, tenemos, por ejemplo, podemos observar el tipo de juego, podemos observar el espacio en el que se desarrolla, si hay material o no. Voilà. Et después, est-ce que le matériel est fabriqué par les enfants ou est-ce qu'ils l'ont reçu? ¿El material está fabricado por los propios alumnos o no? Quelle est la structure du jeu? Est-ce que c'est un duel, un jeu semi-coopératif? Est-ce qu'il y a-t-il des équipes stables? Nos referimos también al tipo de estructura en el juego, es individual, es por equipo, es cooperativo. Y a-t-il un réseau de communication, etc. Hay una red de comunicación. Alors, nous opérons avec cette grille. On observe des dizaines de jeux avec cette grille. Alors, je le fais avec des étudiants. Les étudiants, les doctorants, sont parfaitement capables de faire cela. Et je commence souvent comme ça, parce que les étudiants y arrivent bien, et ça leur plaît, parce qu'ils commencent à avancer, ils commencent à comprendre. A partir de, Oui, allez-y. A partir de este tipo de fichas se pueden observar una decena de juegos y normalmente con los estudiantes que tiene de doctorado empieza de esta manera porque ve que son capaces de avanzar bastante bien y con resultados. Alors, voici par exemple des jeux, là ce sont des jeux du XVIIe siècle,
que nous avons analysés, mais c'est pour vous mettre dans la tête les jeux des Canaries ou des jeux espagnols, des jeux africains, enfin il y a de multiples jeux qui ressemblent à ceux-ci. Alors nous les analysons tous. En esta ficha observamos juegos, ilustraciones propias de juegos del siglo XVII y esto es simplemente para compararlos pues, con juegos africanos, canarios, etc. Alors vous voyez là, c'est une application, si vous voulez, de la praxéologie motrice. Nous étudions les jeux des différentes cultures, la culture française, la culture néerlandaise, la culture espagnole. Nous faisons des travaux en Amérique du Sud, à Madagascar. Certains de nos collègues, comme Joseba Esteveste, a étudié les jeux basques. Notre ami et collègue Vicente Navarro, avec Pepe Moreno, ont travaillé sur les jeux des Canaries. Ils ont publié un livre très intéressant qui montre tout l'intérêt des jeux traditionnels des Canaries, qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Alors, on s'aperçoit que les jeux sont l'expression d'une culture. Les jeux représentent l'identité d'une culture, oui. Esta viñeta nos sirve para ilustrar la puesta en práctica de la praxeología motriz, a partir del cual observamos pues, cómo el juego es diferente en diversos lugares, como América del Sur, pues Francia, España. Vicente ha publicado, por ejemplo, documentos sobre los juegos canarios, ¿no? Y Pepe Moreno también. Les jeux représentent, sont les miroirs des cultures. Y el juego es el espejo de la cultura en sí misma. Alors vous voyez, au travers de la praxéologie motrice, on ne fait pas que de la technique. On touche les grands ressorts d'une société, les grands ressorts d'une culture. On essaye de voir si, par exemple, vous voyez, ça c'est un tableau de Bruegel, de 1560. Pardon? Tableau de Bruegel. Le peintre. Bruegel. D'accord. Entonces aquí tenemos un cuadro de 1560. 1560. Y un cuadro representativo de Bruegel. Alors vous voyez, là on retrouve un jeu que nous connaissons bien. Je ne sais pas si vous le connaissez ici aux Canaries, mais nous en France, ça s'appelle le cheval fondu. C'est un jeu qu'on connaît bien. Et là, c'est sans doute un enfant qui a perdu et qui est puni. Entonces, aquí tenemos un juego que no sabe si ustedes conocen bien, pero es muy conocido en Francia. Es el caballo hundido, podríamos decirlo, algo así. Cheval fondu, por eso. Y bueno, y la imagen está representando un niño que ha perdido. Alors, ensuite, nous faisons des statistiques sur le nombre de jeux sportifs, de jeux de table, de jeux de fabrication, etc., qui nous permet de voir comment telle culture favorise tel type de jeu plutôt que tel autre. Vemos como un tipo de cultura favorece pues un tipo de juego u otro, a partir de esta estadística. Juegos deportivos, de mesa. Alors, là, vous voyez, je vous ai montré des détails, mais on peut multiplier les observations. Et cela est possible avec nos étudiants. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que des jeunes gens, des jeunes filles qui n'ont pas au départ une formation scientifique, on peut les accrocher par ce type d'activités qui sont à la fois des activités de pratique physique et en même temps des activités qui permettent une approche scientifique. Es increíble cómo podemos estudiar a partir del juego de los niños y de las niñas, cómo podemos hacer una aproximación científica en este campo. Ouais. Par exemple, nos collègues dans le livre dont je parlais sur les jeux canariens ont montré qu'il y avait le saut du berger et le salto del pastor. En France, on ne connaît pas. La levanta, la levée de la charrue. Ah oui, c'est tout ça original et qui témoigne des activités professionnelles, du contexte des îles Canaries. Les îles Canaries qui sont avec des montagnes, tout ça. En France, on n'a pas beaucoup d'activités comme ça. Donc vous voyez, au travers des jeux, on va toucher des problèmes sociologiques, anthropologiques, les problèmes de la culture. L'éducation physique, ce n'est pas simplement des mouvements de marcher au pas, c'est toute la personnalité et toute la société. Alors ça, c'est très important, parce que ça donne du poids à ce que vous faites à l'éducation physique et au sport.
A partir por ejemplo, del libro de Vicente sobre juegos canarios, observamos cómo en Francia desconocen completamente pues, el salto del pastor o el levantamiento de arado, ¿no? Y lo interesante de todo esto es que, y del trabajo de ustedes, es que todo ello se refiere a la identidad del lugar a través del juego. Alors, bon, je ne vais pas développer sur les jeux, je vais prendre quelques exemples sur un sport de haut niveau, le volleyball, et un jeu traditionnel, les 4 points. Alors, quelques exemples. Hein. Par exemple, ici, nous avons noté, alors je suis allé avec un de mes étudiants au championnat du monde du volleyball. Et j'ai pris ma place sur les gradins, et à partir de grilles d'observation, nous avons relevé des choses qui nous semblaient importantes. Le nombre de coups joués, le nombre de franchissements de filets par la balle. Fui con uno de mis alumnos a ver un partido de voleibol con esta tabla. Non, championnat du monde. Championnat du monde. Un campeonato, perdón, del mundo. Y a partir de esta tabla de observación vimos cosas que nos parecieron interesantes. Voilà. Alors, bon, ceci nous avons traité toutes ces données, mais ce n'est pas notre objectif ici. Mais voyez, nous pouvons relever des choses très, très précises qu'ensuite nous analysons. Alors ici, ce sont les franchissements de filets. Vous voyez, la praxéologie motrice ne s'occupe pas uniquement des résultats, elle s'occupe de la façon dont les équipes s'affrontent. Et ce qui est important au volleyball, ce qui n'avait jamais été pris en compte, c'est le nombre de franchissements de filets par la balle. L'étude a montré que c'était le facteur fondamental. A partir de esta tabla de observación nos damos cuenta que lo importante no es solo el resultado, sino la manera en que los equipos se enfrentan los unos a los otros. Le nombre de franchissements de filets. Le filet, vous voyez, au volleyball, il y a un filet, et le nombre de fois... El número de veces que la pelota pasa de un campo a dans un coup, en un golpe, ¿cuántas veces? Pasa de uno al otro, voilà. ¿no? De uno al otro campo. Alors, bon, tout ça, nous l'avons analysé, je ne vais pas le développer, mais ça a donné des conclusions assez étonnantes. Alors, voici ici les scores, vous voyez, et ça, c'est le déroulement d'une partie. Pardon. Voilà. C'était France-Cuba. Alors, vous voyez, la France a toujours mené. Oui, cette partie, c'est la partie dans laquelle la France mène. La France a toujours mené, mais elle perd le 7, parce qu'elle a perdu les 2 derniers points. Bon, c'est un détail. C'est les États-Unis qui ont gagné contre la Russie à la finale. Alors, nous avons analysé tout cela de façon statistique, mathématique, etc. Je n'insiste pas. Alors, vous voyez, on peut faire des études sur... Le déroulement des matchs, les moyennes des coups. Bon, je voulais simplement vous montrer ça pour vous dire que, comme je le disais tout à l'heure, nous menons un travail scientifique banal, comme le font les physiciens, les biologistes. On mesure les phénomènes, on les apprécie, on les interprète. A partir de todas estas transparencias, no quiero entrar en detalle, pero sí destacar la importancia del trabajo de la praxeología motriz, que es un trabajo científico, medible, como un físico, por ejemplo. Alors, nous travaillons aussi bien sur le sport de haut niveau que sur les jeux traditionnels. Trabajamos tanto los mismos aspectos en un deporte de alto nivel, gracias, como a partir de un deporte... No, los juegos tradicionales. Avec les jeunes enfants à l'école maternelle ou les enfants au lycée. Con los niños tanto con los niños pequeños en guarderías o en educación infantil, como con los adolescentes en los institutos. Avec les garçons comme avec les filles. Tanto con los niños como con las niñas. La praxéologie motrice s'intéresse de toute cette mise en jeu. La praxeología motriz se interesa por todas estas puestas en práctica. On s'intéresse même au jeu avec les animaux. Nos interesamos también con el juego con los animales. Mais bon, alors, voyons un jeu traditionnel. Je vais très rapidement, vous connaissez ce jeu, Las Cuatro Esquinas. Hein? Alors, vous voyez, ici,
vous voyez des jeunes gens d'un milieu social très huppé. Vemos aquí un juego tradicional, el juego de las cuatro esquinas, y aquí vemos a jóvenes de un estatus social alto. Ce jeu a été dessiné au XVIIIe siècle, 18e ou sans doute au XVIIIe, XIXe siècle. Fue desarrollado este juego en el siglo XVIII, XIX. Les historiens ont montré que les jeux traditionnels, il y a quelques siècles, étaient les jeux des classes nobles et aristocratiques. Y se ha demostrado que los juegos tradicionales eran antiguamente los juegos de las clases sociales elevadas, altas. L'historien qui a mis ça en évidence, c'est Philippe Ariès. Y el historiador que puso esto que enunció esto fue Philippe Ariès. Philippe Ariès. Philippe Ariès. Alors, ceci nous intéresse, parce que quand j'étais étudiant en éducation physique, on me disait, les jeux traditionnels, c'est des petits jeux, pas intéressants. Ce qui est noble, ce sont les sports collectifs. Cuando era pequeño me decían que los juegos tradicionales no tenían importancia, sino que lo importante eran los juegos... Les sports collectifs. Sí, los juegos colectivos. Et quand j'étais étudiant, on ne travaillait pas les jeux traditionnels, on n'en parlait pas. Cuando yo era estudiante ni siquiera se hacía mención a los juegos tradicionales. Or, moi, je me suis rendu compte en étant enseignant que ça avait beaucoup d'importance pour les enfants. Y siendo profesor me di cuenta de lo importante que era hablarles a los estudiantes de los juegos tradicionales. Et les jeux traditionnels offrent des situations originales, inhabituelles. Los juegos tradicionales ofrecen situaciones que no son habituales. Inhabituelles et qui offrent des phénomènes nouveaux. Y fenómenos nuevos. Notamment dans les relations interpersonnelles. Sobre todo las relaciones interpersonales. Alors, voici que nous avons étudié avec beaucoup d'intérêt le jeu des quatre coins avec des enfants de l'école maternelle. Estudiamos el juego de las cuatro esquinas, en principio con niños de guardería. Mais aussi avec des enfants de l'école élémentaire. Pero también con alumnos de educación primaria. Avec des adultes. Con adultos. Et avec des champions olympiques. Y con campeones olímpicos. Oui, notre idée, c'est ne pas séparer le sport des autres activités. Et alors, je vais rapidement, à titre d'exemple, mais sans les développer, vous montrer comment nous procédons. A título de ejemplo, les va a mostrar cómo ponen esto en práctica. Alors, voyez, ce sont les structures que l'on peut trouver dans le jeu. Une flèche, c'est un déplacement d'un joueur. Ce joueur va ici, celui-ci va là, celui-ci essaye d'aller là, etc. Donc, toutes ces structures sont analysables. Nous en faisons la liste formelle et ensuite, nous regardons ce qui se passe sur le terrain. Nous relevons, vous voyez, avec des enfants de 5 ans, de 10 ans, etc., le nombre de structures qui sont apparues au cours du jeu. On peut, si vous voulez, avoir un panorama de tout ce qui s'est passé collectivement dans le jeu. Todas estas estructuras son analizables, cada flecha indica el movimiento de uno de los niños o de los jugadores. Y bueno, con niños de diferentes edades. La variable, alors, nous avons pris plusieurs groupes. Certains groupes jouaient avec une règle de jeu, les autres groupes avec une autre règle. Il y avait une toute petite différence. Eh bien, nous avons constaté que, vous voyez, celles qui sont en continu ici sont très différentes de celles qui sont transversales. Cela montre que le groupe qui a joué avec la première règle n'a pas du tout joué de la même façon qu'avec ceux qui ont joué avec la seconde règle. Hemos comprobado cómo en diferentes grupos a unos se les explica una regla y los otros juegan con una regla diferente y a partir de ahí observamos diferentes resultados. Ce qui montre que la logique interne, c'est très important. Si on change la logique interne, on change la façon de jouer, on change l'image que chaque joueur a du jeu, l'image que chaque joueur se fait des autres, par un petit changement de règle. C'est-à-dire
quand vous, professeur, vous demandez de jouer un jeu et vous donnez les règles, sachez que les règles que vous allez donner vont entraîner des types de comportements particuliers. Et si vous changez la règle, vous changez les comportements. Alors ça, c'est capital dans la praxéologie motrice. Vous voyez, la logique interne de nos jeux et de nos sports dépend des règles de l'activité. Lo que demuestra que la lógica interna depende de las reglas del juego y que ustedes como profesores deben saber que la lógica que a partir de las reglas que les pongan a los alumnos cambiará todo tipo de comportamiento. Alors, bon, une application de ce travail, ça a été de mettre sur un organigramme la stratégie de chaque joueur. Alors, bon, c'est un peu compliqué ici, je ne peux pas développer ça, mais vous pouvez l'appliquer ailleurs, vous pouvez l'appliquer au volleyball, au football, dans certaines situations. L'idée, c'est est-ce que l'analyse du jeu peut permettre aux joueurs d'avoir une attitude efficace? C'est notre travail d'entraîneur, par exemple. Moi, j'étais entraîneur, comme certains d'entre vous. Mon problème, c'était de trouver la situation pour que mes athlètes deviennent champions de France, champions du monde. C'est votre objectif, c'est notre objectif. Alors, l'analyse de l'action, des techniques, des tactiques, des stratégies, doit, dans certains cas, permettre de trouver au moins des pistes. Pas forcément l'absolu, mais là, comme le jeu des quatre coins est spatialement très précis, on peut le faire. Podemos, a través del estudio de la estrategia, de la técnica de nuestros jugadores, no en todos los casos, pero nuestro objetivo debe ser que sean los mejores y que se conviertan en campeones. Entonces, hace falta hacer un estudio de todas esas estrategias y esas técnicas, como en el juego de las cuatro esquinas, el estudio espacial. Alors, vous voyez, la praxéologie motrice s'intéresse à beaucoup de choses. Là, on s'intéresse à la performance. Comment faire pour gagner? Parfois. Mais parfois, personne ne gagne dans certains jeux. On cherche à trouver les formules qui donnent le plus de plaisir aux enfants. En algunos casos, la praxeología motriz se encarga simplemente de estudiar la actuación para ganar. En otros casos, no gana nadie en los juegos. Alors, bon, j'ai présenté rapidement la recherche sous l'angle de l'observation, sous l'angle de l'observation, de la description. Passons un peu au problème de l'analyse de la logique interne. J'en ai parlé. Alors, c'est une donnée classique dans toutes les recherches de parler en termes de variables. On a une variable indépendante, variable dépendante. Alors, la variable indépendante, c'est celle que vous manipulez comme chercheur. Et la variable dépendante, c'est ce que vous recueillez comme réponse. La variable indépendante, la variable indépendante, c'est celle que l'expérimentateur fait varier, qu'il manipule. La variable independiente es aquella que ustedes hacen que varíe. Et la variable dépendante, ce sont les réponses. Y la variable dependiente son las respuestas que obtienen. Alors, notre problème, enfin là aussi je vais très vite, notre problème c'est de trouver les critères importants des situations motrices. Lo importante es encontrar los criterios de la situación des motriz. situations motrices. Alors, c'est important parce que c'est à partir de ces critères que l'on va mener des recherches, que l'on va observer, que l'on va traiter des résultats. Será a partir de estas investigaciones, a partir de las cuales vamos a analizar analyser les situations. las situaciones. Alors, nous avons identifié 3 critères fondamentaux de logique interne. Hemos analizado Nous avons identifié hemos identificado tres elementos, tres criterios de 3 critères fondamentaux tres criterios fundamentales qui nous permettent de mettre toutes les situations motrices dans un ensemble. que nos permiten meter la acción motriz en un mismo conjunto. Alors, ces 3 critères, ce sont, alors, je vais un peu vite, c'est des critères un peu difficiles. L'incertitude issue du milieu extérieur. La incertidumbre desde un medio externo.
issu du milieu que matériel, proviene de un medio externo, du milieu physique. de un medio físico. Par exemple, la neige, la pente, l'eau, voilà. Ça, c'est le premier critère, l'incertitude. Deuxième critère, le rapport avec un partenaire, c'est un ami, un soutien. La relación con un apoyo. Un on partenaire, dirait. partenario, No, compañero, compañero. compañero. Le troisième critère, c'est le rapport avec un adversaire. Y el tercer criterio, la relación con un adversario. Alors, vous voyez, ça signifie rapport avec le milieu matériel et rapport avec le milieu humain. Es decir, relación con el medio físico y con el medio humano. Et toujours en prenant en compte l'ensemble de la situation. Y siempre teniendo en cuenta el conjunto entero de la situación. Alors, l'incertitude, quel est l'intérêt de l'incertitude dans les pratiques physiques? ¿Cuál es el interés de la incertidumbre en el medio físico? Alors, prenons par exemple un lanceur de poids, ou un lanceur de disque, ou un sauteur en hauteur. Tomemos, por ejemplo, un lanzador de disco. Lanceur de poids, de disque, sauteur en O hauteur. de peso y... Le disque, el disco, Sí, de disco. el salto en altura, Ah, d'accord. l'athlétisme. Bon. Dans ce cas-là, l'athlète est dans un milieu qui ne bouge pas. En ese caso, el atleta está en un medio que no se mueve, que no cambia. Le milieu est stable. El medio es estable. L'athlète ne prend aucune information. Y el atleta no toma ni recibe ninguna información de ese medio. L'aire de lancer est la même à Barcelone ou à Tenerife ou en Chine. Sí, el medio de lanzamiento es el mismo que en Barcelona, que aquí, que en China. Ce qui fait qu'on peut comparer les performances. Lo que hace que podamos comparar esas actuaciones. Maintenant, vous prenez un skieur Ahora tomemos como ejemplo un esquiador. dans un slalom. Dans un slalom. Vale, perdón. Bon, il va descendre. Il est constamment en train de prendre de l'information sur l'état de la neige, de la glace, du dévers. Il doit constamment regarder, non seulement regarder, mais anticiper. Bon, et dans ce cas-là, il doit prendre de l'information et il doit prendre des décisions. En ese caso, el esquiador está constantemente anticipándose y viendo el estado de la nieve, el estado del hielo y anticipándose a esas decisiones. Le lanceur de poids ne prend pas d'information, ne prend pas de décision, alors que le skieur prend de l'information et prend des décisions. Contrariamente al lanzador de disco, ¿no? Que decíamos Pardon. antes. ¿Era el lanzador de disco? Sí, el lanzador de discos que no toma ningún tipo de información, mientras que el esquiador está constantemente anticipándose y tomando información del medio. Alors, vous voyez que ce sont deux situations motrices très différentes. Dans le premier cas, l'athlète répète un automatisme qui a été monté à l'entraînement. En el primer caso, el atleta repite automatismos constantemente. Dans le deuxième cas, l'athlète ne répète pas uniquement des automatismes. Il doit s'adapter au terrain, anticiper, décider. En el segundo caso, el atleta debe anticiparse, tomar decisiones y cambiar constantemente. Vous voyez que l'incertitude, c'est-à-dire la non-possession de l'information, est un facteur important des pratiques motrices. Entonces, la incertidumbre, el desconocimiento del medio, hace que tomemos decisiones. Est un facteur très important de l'action motrice. Importante de l'acción motrice. Alors vous voyez, la praxéologie motrice se donne comme un premier critère capital l'incertitude informationnelle issue du milieu extérieur. Donc la praxéologie motrice se donne un facteur capital qui est l'incertitude issue du milieu extérieur. Entonces, la praxeología motriz, ay, espera. C'est da un factor capital. ¿Cómo es que vous expliquez ce don? Escoge un factor capital la incertidumbre Vale. del medio La exterior. incertidumbre es un factor capital en la praxeología. Mais incertidumbre del medio material. Vale. ¿Eh? Y primer factor. Segundo y tercero, la relation avec partenaire, compañero et avec adversaire. Il y a aussi de l'incertitude.
Mais c'est une incertitude qui ne vient pas du milieu matériel, de la neige ou du vent, mais qui vient d'autres intelligences. C'est une toute autre incertitude. Donc il faut la traiter différemment. La incertidumbre entre un adversario y un compañero es otro tipo completamente diferente de incertidumbre. Viene de la inteligencia de otros adversarios. Voilà. Ce qui fait que on a donc 3 critères. Rapport avec le milieu extérieur, l'incertitude issue du milieu extérieur, rapport avec partenaire, rapport avec adversaire. Et cela crée un champ qui peut être classifié. Alors, vous voyez, Estos 3 criterios crean un campo que podemos clasificar. alors là, je l'ai mis en espagnol. Alors, vous voyez, ici, quand il y a un trait, ça veut dire absence avec compañero, sin compañero, con adversario, sin adversario, sin incertidumbre, con incertidumbre. Hace 8 clases. Una, non sé, no a, non i. Segunda, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. Las dos de aquí solamente psicomotricidad, porque no hay interacción con otro. Las 6 que están aquí, voilà, con otro, sociomotricidad. Donc, sociomotricidad, psicomotricidad. Es una distinción capital, porque hay una gran diferencia entre el actor solo y el actor con otros amigos o enemigos. Hay una dinámica del grupo que es muy diferente con alianza, ¿se dice alianza? Alianza, grupos, etc. Alors, es un factor capital, 2 factores de gran importancia en la praxeologie motriz. Alors, se puede transformar esta clasificación en otra que es una presentación diferente. On retrouve les 8 classes. On retrouve Les 8 classes. Nos encontramos aquí las 8 clases, Mais organisées différemment. organizadas de diferentes formas. Ici, el vacío. Ni compañero, ni adversario, ni... Aquí solamente incertidumbre, solamente partenario, solamente compañero, adversario. Y aquí, vous voyez, los dos, y los 3 aquí. Se llama un simplex. Es solamente una presentación diferente, pero muy útil, muy favorable para experimentar. ¿Voyez? La psicomotricidad solamente aquí. Y las 6 sociomotricidad. Alors, con eso se puede analizar el programa de las lecciones de educación física de un liceo y también los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, aquí la clasificación de los Juegos Olímpicos de 1984. Aquí es el número de las pruebas olímpicas. Muchas aquí, pocas aquí, 0 aquí. Se puede analizar la comprensión de los Juegos Olímpicos, muy diferente de lo que se dice, porque hay muchas pruebas individuales, pocas
autant. Il y a autant d'épreuves individuelles que collectives. Hay igual número de pruebas individuales que colectivas. Oui. Il y a beaucoup d'épreuves en isolé, avec du matériel. Hay muchas pruebas aisladas con material. Beaucoup plus d'activités de duel avec adversaires que d'activités coopératives. Muchas más pruebas con adversario que pruebas cooperativas. Alors, vous voyez, ça donne. Voilà, avec des illustrations d'activités. Con ilustración de actividades. Alors, notre problème, vous voyez, en éducation physique, c'est de voir comment, dans nos séances, nous proposons aux élèves une éducation physique équilibrée. Nous appelons domaine d'action motrice chaque classe. Un domaine d'action motrice, par exemple, d'incertitude, c'est ici. Incertitude vis-à-vis du milieu extérieur. Ici, les activités d'automatisation. Ici, les duels. Ici, les grandes activités collectives en pleine nature. Alors, j'ai demandé à certains de mes collègues, étudiants, doctorants, de noter dans leur lycée, de répartir tout ce qui se faisait dans le lycée. Et on peut voir quelles sont les activités qui sont les plus proposées aux élèves selon les critères partenaires, adversaires, incertitude. Alors, c'est très révélateur. Regardez ce qui se passe pour... Alors, nous l'avons fait pour les écoles. Je vais simplement vous présenter une petite chose vis-à-vis des Jeux Olympiques qui se sont déroulés en Espagne. Sí. Ah, s'il vous plaît. Ah oui, pardon. Entonces, lo difícil como profesionales de la educación física es proponerles a los alumnos una educación física, digamos, equilibrada con todos esos factores, a partir de todos esos factores. Voilà, alors là, vous voyez, c'est le simplex. SOS, c'est le simplex, mais on regroupe les classes selon leur représentation, selon leur signification. Reagrupamos, on regroupe les activités selon sí, organizamos las les actividades domaines d'action motrice. según el dominio de acción motriz. Là, c'est le domaine d'action motrice où il n'y a pas d'incertitude. Et là, c'est le domaine, les 4 domaines d'action motrice. Là, c'est le domaine où il y a de l'incertitude, là où il n'y en a pas. Et on constate qu'aux Jeux Olympiques, il y a 83% d'activités sans incertitude, avec un espace totalement domestiqué. En el caso de los Juegos Olímpicos se ha comprobado que hay un 83% de juegos en los que no hay incertitude y en los que el medio es totalmente doméstico, digamos. Donc, or, on nous présente les Jeux Olympiques comme des activités qui permettent de s'adapter, de connaître le monde. Ce n'est pas du tout le cas. Les Jeux Olympiques, c'est surtout des activités d'automatisation. En el caso de los Juegos Olímpicos se trata de actividades completamente automatizadas. Et puis là, nous avons regroupé avec adversaire et sans adversaire. Bon, je n'insiste pas, je voulais simplement vous donner l'idée principale. En el caso que les presento abajo era... L'idée principale. Non, mais les cas que vous avez mis en bas, le schéma. Oui, c'était les adversaires. Sí, adversaires sans adversaire. Sí, en el caso de abajo eran los esquemas con adversario y sin adversario, pero no va a entrar más en ese tema. Bien, alors je vais passer maintenant rapidement à la mise en épreuve expérimentale. Là, nous avons vu l'observation, l'analyse des situations, la logique interne, mais ce que l'on peut faire et ce qu'on peut faire avec nos étudiants, c'est un travail de type expérimental, comme on le fait en biologie, en psychologie, c'est-à-dire on va sur le terrain, on observe les enfants avec des hypothèses, des démarches précises. Vamos ahora a pasar a la fase experimental, que es al final lo que podemos hacer con nuestros alumnos, hacer hipótesis y experimentar un poco con ellos. Alors, bon, je simplifie, nous devons mettre en place des plans d'expérience. Et à partir des plans d'expérience,
tester des variables indépendantes. A partir de las experiencias podemos, de las diferentes experiencias podemos observar, Observer, tester des variables, y comprobar oui, des las variables variables indépendantes. Alors, independientes. j'en dirai un mot tout à l'heure en parlant d'éducation physique, parce que là, vous voyez, on va vraiment vers l'éducation physique. Alors, je terminerai par cela. Je vais maintenant dire quelques mots sur l'analyse comparative à partir des structures. Un gros travail qui peut être fait, c'est de comparer des situations motrices. Et pour cela, nous avons développé la notion d'universaux. Ahora vamos a hablar de la acción motriz y vamos a indagar sobre los universales, ¿verdad? On travaille sur les universaux. Vous voyez, la démarche comparative est très importante. Alors, en anthropologie, en ethnologie, elle est capitale. En psychologie, on peut faire plus que ça, la méthode expérimentale, qui est beaucoup plus développée. Nous pouvons nous mettre à cheval sur les deux. Alors, j'ai employé le terme structure. Ce que nous faisons, par exemple, prenons le basket. Voilà un sport d'élite, le basketball. Tomemos como ejemplo el baloncesto, un deporte de élite. Vous connaissez bien le basket. Eh bien, nous l'étudions, le basket comme le football, le rugby, etc. Nos étudiants font des thèses sur le rugby, le basket. Hein, et voici, par exemple, une situation de basket. Veamos ahora una situación de baloncesto. Alors, voyez, voici les 5 joueurs d'une équipe, les 5 joueurs de l'autre équipe. Aquí tenemos los 5 jugadores de un equipo y del otro. Les arcs ici, les traits, signifient qu'ils peuvent se faire des passes, ces relations de coopération. En esos 3 primeros puede haber una relación de cooperación. À l'intérieur de chaque équipe, il n'y a que de la coopération. Y entre el equipo, en el mismo equipo, hay relaciones de cooperación. Solamente. Únicamente. Solamente. Entre les deux, il y a des relations d'opposition, uniquement. Y entre ellos únicamente existe una relación de oposición. Alors, on peut le mettre sous forme mathématique, peu importe. Mais l'idée, c'est que là, on a un duel d'équipe. Y ahí tenemos un duelo, digamos, de equipo. Vous voyez, à l'intérieur de chaque équipe, il n'y a que du positif, et entre les deux équipes, il n'y a que du négatif. En el mismo equipo tenemos el positivo y entre los dos equipos, entre ellos tenemos el negativo. Voilà. Alors, ça, c'est une représentation du réseau des interactions motrices d'un match de basket. Ese es un ejemplo de la red de interacciones Motrices motrices en un equipo. de n'importe quel match de basket. Que ce soit des basketteurs de Tenerife, que ce soit des basketteurs de Paris, de Londres, tous obéissent à cette structure. C'est un invariant, d'où le nom qui viendra après d'universal. C'est un universal car dans tous les matchs de basket, dans tous, on retrouve cela. Sinon, ce n'est pas du basket. Le llamamos universales justamente porque esta situación se produce en cualquier partido de baloncesto. Alors ça, c'est ce que nous appelons le réseau des interactions. Un des universaux du jeu. Mais vous savez bien que les interactions du basket ne sont pas toutes importantes. Les plus importantes, ce sont celles qui marquent. Les plus importantes, ce sont celles-ci, parce qu'elles interviennent dans le score. Todas las interacciones... Pardon? Elles interviennent dans le score. Non, avant. Les plus importantes, ce sont les relations négatives, les interactions d'opposition. Lo más importante son las relaciones de oposición. Où on marque le panier. Et voici ce réseau. Ce n'est plus le même. Voyez ? Esta relación no es la misma. Ça, ce sont ce qu'on appelle le réseau des interactions de marque, c'est-à-dire ce qui s'inscrit dans la marque, dans le score. Il n'y a que du négatif. Le positif a disparu. Pardon. En la red de interacciones de marca solo hay el aspecto negativo. El positivo ha desaparecido. Voilà. Alors, cela signifie que ce qui est important dans le basket, ce n'est pas la coopération, c'est l'opposition.
Lo que indica que lo importante en el baloncesto no es la cooperación, sino la oposición. Voilà. Et si vous prenez le rugby, le football, le handball, tous ont le même système. Alors il y a plus de joueurs ou moins de joueurs, mais c'est toujours le même système. Coopération dans chaque équipe, opposition vis-à-vis des autres. Si cogemos el rugby, el voleibol, el fútbol, todo parte de este sistema de cooperación y oposición entre los equipos, aunque cambia el número, por ejemplo, de jugadores. Alors ceci nous met la puce à l'oreille, comme on dit en français. Sí, esto nos hace que nos pique la curiosidad. Quand j'étais élève, on me disait les sports collectifs, c'est vraiment le développement de l'esprit de coopération, l'esprit d'entraide, etc. Là, nous sommes alertés. Comment peut-on développer vraiment, dans une collectivité, l'esprit d'entraide à partir d'opposition? C'est l'opposition qui compte. Quand on est footballeur, ce qui compte, ce n'est pas de faire une passe au partenaire, de faire des activités de passe qui n'en finissent plus, c'est de marquer. Cuando yo era estudiante me decían que a partir de los deportes de cooperación lo importante era... non, la passe, mais le tir. No era lo importante el pase, sino el tiro. Alors bien sûr, la passe est importante, on le sait bien. C'est grâce aux passes qu'on va pouvoir tirer. Mais ce qui compte en définitive, c'est de marquer des buts. Si lo que cuenta no es, aunque son importantes los pases, sino lo que cuenta finalmente es el tiro. Alors, ce qui fait qu'ensuite, j'en dirai un mot, nous avons expérimenté sur le terrain pour savoir si les sports collectifs développaient vraiment l'esprit d'entraide. Y a partir de este experimento vemos si realmente el deporte colectivo hace que se desarrolle L'esprit d'entraide. El espíritu De coopération. de cooperación. Alors, vous voyez là, l'idée c'est qu'on peut analyser un sport, un jeu, en le mettant dans une classe plus globale. Si vous voulez, on sort du pointillisme. Là, on travaille sur tous les sports collectifs qui ont le même modèle. Todos los deportes colectivos, a partir de de este esquema, trabajamos todos los deportes colectivos sobre el mismo esquema. Alors, j'ai parlé de comparaison. Vous voyez, ici, nous comparons. Nous avons un jeu de bar. Et ce jeu de bar, on retrouve, comme tout à l'heure, deux équipes qui s'opposent. Mais en plus, il y a les prisonniers. Et ceci représente le schéma du volleyball, qui est un sous-ensemble du schéma de la balle aux prisonniers. Vous connaissez ce jeu, hein, c'est la balle... ça, c'est le jeu, qu'est-ce que j'ai mis là? Le jeu de bar. El Marro, comment c'est dit? Le jeu de bar, El Marro. El Marro. Voilà, le jeu de bar. Eh bien, on montre que la structure du volleyball est un sous-ensemble de la structure du jeu de bar. La estructura del voleibol es una subestructura del juego, ¿cómo se dice? Del marro. Non. Donc, Marro, sí. vous voyez, je passe très vite, mais ce qui nous montre que l'on peut, par la comparaison, sortir des hypothèses ou des interprétations tout à fait originales. Parce que, habituellement, on nous dit le volleyball, c'est un sport complexe, plus difficile, etc. Et là, on s'aperçoit que ce n'est pas toujours le cas. Si je prends le réseau des communications de la balle aux prisonniers ou des bars, je constate que ce réseau est plus complexe que le réseau du volleyball. Donc, il est faux de dire que le volleyball est plus riche que la balle aux prisonniers. No es cierto, por ejemplo, que la estructura del voleibol sea más complejo que este juego que acabamos de ver, que por ejemplo que el marro. Alors, voici, vous connaissez le jeu la piedra, la hoja. Voilà, très bien. Alors, le voici là. Voilà. Voici les trois équipes. Aquí tenemos los tres equipos. Au sein de chaque équipe, de la coopération. En cada uno de esos equipos existe la cooperación. Et puis, une relation négative d'une équipe à l'autre. Vous voyez? Hop,
Le renard peut prendre la poule peut prendre... qu'est-ce qu'elle peut prendre, la poule? Le serpent. Et le serpent, à nous, c'est renard, poule, vipère. Renard, poule, vipère. Zorro, pollo, La poule es la vipera. gallina. Voilà. Et alors, le problème, c'est, vous voyez, la poule peut prendre la vipère et la vipère peut prendre le renard. Donc, la poule protège le renard puisque la poule prend la vipère qui menace le renard. No te preocupes, puedo hacer el juego. Voilà. Es que es difícil para él. Ouais, muy difficile. Donc, il y a une relation positive de la poule vers le renard. Mais le renard peut prendre la poule. Donc, il y a opposition, ambivalencia. Ambivalencia. Es extraordinario comme situation. Vous voyez, opposition. Nous avons appelé ça un jeu paradoxal. Tenemos un juego paradójico. ¿Paradoxal? ¿No? Co- Paradójico. Paradoxal, c'est dit? Paradoxico. Et alors, cette situation d'une triade, c'est une triade, un trio, une triade bien particulière qui est étonnante, se retrouve dans beaucoup de problèmes, dans le domaine de la politique, dans le domaine de la littérature. Nous avons retrouvé cette triade également chez Shakespeare. Enfin, j'ai eu l'occasion d'analyser cette triade-là de poule, renard, vipère dans énormément de situations sociales. Et ce type de situation est intéressante car elle change du duel. Esta situación tan simple en este caso la he podido extrapolar a otros dominios como la política, por ejemplo. Vous voyez, on est habitué aux situations bien carrées du duel partenaire-adversaire. Or là, on est dans une formule de lien social inhabituelle en sport. Estamos frente a una unión que no es habitual en el deporte. Mais qui est habituelle, classique dans la vie sociale. Pero que sin embargo es habitual en la vida social. Souvent, les psychanalystes ont montré qu'entre la mère et l'enfant, il y avait une relation double d'amour et d'opposition et de haine. Con frecuencia se ha mencionado la relación de amor y de oposición. De oposición entre madre e hijo. Entre un esposo y una esposa también. Es la vida. Et ces jeux, c'est une école de vie. Es la escuela de la vida. Alors, je vais prendre un dernier exemple. Volleyball, accroche-décroche peut-être. Voilà. Hop, merci. Voilà. Voici un jeu qui aujourd'hui est considéré comme un petit jeu, le jeu d'accroche-décroche. Aquí tenemos un juego que está considerado como un juego menor, pero la traducción dice... Voilà. Vous allez la disposition des joueurs sur le terrain. Les joueurs se tiennent comme ceci. Il y en a un qui court après, lui s'accroche là, l'autre s'en va. Et puis, il s'accroche, etc. S'il est touché, c'est lui qui devient le chat et l'autre la souris. Un jeu qui paraît très simple. Alors, ce jeu était pratiqué... Si. C'était du bon côté. C'est une photographie d'un livre d'heures du XVIe siècle. Es una fotografía de un libro del siglo XVI. C'est la cour du roi de Bourgogne, la cour des princes. Ils jouaient à des petits jeux, comme on dit aujourd'hui, ils jouaient à des jeux traditionnels, comme aux quatre coins ou comme à accroche-décroche. Esta es una fotografía de la corte del rey de Bourgogne. Donc, les jeux traditionnels, c'était avant les jeux des classes favorisées, les classes des aristocrates. Lo que demuestra que estos juegos tradicionales eran antiguamente pertenecientes a las clases aristócratas o nobles. Alors là, j'ai pris des... Voilà. Alors ça a été pris au Portugal avec des enfants portugais.
les enfants en colonie de vacances. Voilà. Et donc, nous prenons beaucoup de photos quand nous jouons, nous filmons et nous prenons des photos. Cuando Alors, jugamos, pues tomamos, es conveniente tomar varias voici une fotos. structure. Voilà. Alors, ça, c'est la structure de ce qu'on appelle les rôles sociomoteurs. Le rôle sociomoteur, c'est ce que doit faire un joueur quand il a telle place. Par exemple, ici, lorsqu'il est chat, il doit courir pour toucher il peut toucher la souris. S'il touche la souris, il n'est plus chat, il devient souris. La souris peut également, si elle est prise, elle devient chat. Mais le chat reste chat s'il rate son affaire. On peut devenir en attente. Vous voyez, la souris peut devenir en attente si elle s'accroche. Et le joueur de l'autre côté se sépare. Autrement dit, on peut regarder tous les cheminements possibles des rôles. Hein. Ce jeu est relativement simple, il y a 3 rôles. Chat, souris, en attente. Et là, nous avons, c'est simple, hein, toutes les possibilités réalisables. On le voit dans la matrice. Aquí Mais- tenemos Ah oui, ay, c'est vrai. perdón. el rol sociomotor, ¿no? Y entonces en este caso se ve pues cada uno de los roles que puede tomar cada jugador, o gato, o ratón, o en espera, podemos decir, en attente. Alors, mais les rôles sociomoteurs, qui sont des actions motrices, vous voyez, on est en pleine praxéologie motrice. Les rôles sociomoteurs, c'est l'action motrice. Mais elles acceptent des fragments d'action qu'on appelle des sous-rôles. Par exemple, le joueur qui est souris peut courir, il peut marcher, il peut s'accrocher. Ce sont des sous-rôles différents qui sont prévus par la logique interne. Et nous en faisons tout le champ des possibles. Dentro de la lógica interna hay, y dentro del rol hay sus roles. Es decir, si uno es ratón también puede correr, también puede caminar. Et vous voyez, là, on a finalement tout ce qui est réalisable dans un jeu. Alors ça, c'est extraordinaire. On ne le peut pas habituellement. Hein. Dans la vie courante, c'est assez compliqué. Mais ici, grâce à la règle du jeu, à la logique interne, qui règle l'espace, le temps, les rapports autrui, on est capable de mettre sur le papier, si vous voulez, je dirais le programme réalisable par tous les joueurs. Dentro de la lógica interna podemos ver, gracias a la lógica interna, podemos observar todos los roles. ¿Le rôle? Ça, c'est le sous-rôle, les sous-rôles sociomoteurs. Todos los subroles. Vous voyez, le rôle de souris accepte beaucoup de sous-rôles. Le chat, il peut être guetteur, poursuiveur, frappeur. Alors, nous observons, comme tout à l'heure je le disais, nous observons le jeu et nous notons la place de chaque joueur, ce que fait chaque joueur. Et on a ce qu'on appelle un ludogramme ou praxéogramme. Ahí vemos lo que hace lo que es capaz de hacer cada jugador y es lo que llamamos ludograma o praxéogramme. praxeograma. Alors, pour que ces joueurs se comprennent sur le terrain, c'est un peu compliqué. Comment peut-on se faire comprendre par l'action motrice quand on ne parle pas? Alors là encore, c'est très compliqué, il faudrait des heures pour tout expliquer, mais nous avons distingué 2 types de signes, les gestèmes et les praxèmes. Les gestèmes, ce sont des gestes que l'on effectue et que l'on comprend sans parler. Ça se fait sur le terrain. Bon. ¿Cómo podemos hacer que los jugadores se comprendan entre ellos sin que hablen? Están los gestemas y los praxemas. Los gestemas pues son los gestos y los signos que se hacen los jugadores. Alors, nous analysons tout cela. J'ai pris un exemple, on peut le faire avec les arbitres. Vous voyez, les arbitres de volleyball, de basket, les arbitres de football qui ont, etc., etc. Vous connaissez tout cela. Los Comme... ge- Oui, allez-y, pardon. No, conocemos los gestemas, por ejemplo, en los árbitros de fútbol, de voleibol, de... Voilà. Et j'ai pris comme exemple la plongée sous-marine. Bon, je suis plongeur sous-marin et évidemment, comme mes camarades qui plongent, on communique sous l'eau. On ne peut pas parler, on communique par gestes. Alors, vous voyez l'ensemble des gestes des plongeurs sous-marins.
Él es submarinista y evidentemente debajo del agua no se puede comunicar que únicamente por signos. Entonces este es el... Alors, j'ai analysé tout ce système. Vous voyez, là j'ai mis une petite conversation entre le moniteur et un plongeur. On peut parler, vous voyez, il y a une conversation. Le moniteur, est-ce que ça va? L'autre qui répond comme ci, comme ça. Le moniteur dit, hop, j'ai le vertige, donc arrêtez-vous, etc. etc. Vous voyez, on peut analyser ça. Tienen ahí una pequeña conversación entre el monitor y el submarinista. Voilà. Alors, ça, c'est les gestèmes, c'est facile. Les praxèmes, c'est plus compliqué. Parce qu'un praxème, c'est une action qui va être déchiffrée par les autres. Par exemple, on est là, dans le cas du handball, vous êtes là, les buts sont là-bas, moi je suis attaquant. Hop, je pars là. Est-ce que ça veut dire que je vais partir là ou est-ce que ça veut dire que je vais vous entraîner pour repartir de l'autre côté? La parte de los estemas es simple, pero la parte de los praxemas es más complicada porque es la acción a la que se va a anticipar la otra persona, ¿no? El adversario. C'est la feinte, c'est-à-dire qu'il faut que, quand je fais ceci, il faut que mes partenaires aussi comprennent. Est-ce qu'il faut qu'ils aillent par là ou par ici? Donc vous voyez, c'est au basket, au rugby, au football, au volley, constamment on fait des feintes, on anticipe. Et sur le terrain, vous-même et vos élèves comprennent ça. Comment font-ils pour comprendre? Et comment faut-il faire pour tromper l'adversaire? Ça, c'est les praxèmes. Le praxème, c'est une action qui a une valeur de signe. Et nous devons analyser cela pour bien comprendre ce que font les joueurs, les conduites motrices. Vous voyez, cette conduite motrice, je peux la filmer, le joueur va vers la droite, fait semblant d'aller vers la zone, ça je le vois, mais la conduite motrice, c'est pas ça. La conduite motrice, ça peut être, je veux entraîner mon adversaire pour qu'il vienne me charger et je passe à mon partenaire. La conduite motrice, c'est cela. C'est difficile parce que comment se mettre dans le cerveau des autres? C'est difficile de se mettre dans le cerveau des autres. Il faut analyser les actions, ce qu'on appelle les praxèmes. Le praxème, c'est une action qui a une signification tactique. El praxema tiene una significación táctica y es la conducta motriz es meterse en la cabeza del otro y anticiparse, ¿no? Bon, tout ça, je vais très vite. C'est ce qu'on appelle la sémiotricité. Vous voyez, la sémiotique, c'est la science des systèmes de signes. Alors, nous travaillons sur la sémiotique de la motricité, donc la sémiotricité. Et là, c'est un travail que vous devriez faire, c'est très intéressant. Difficile, mais très intéressant. Alors, dessous, il y a des principes linguistiques, sémiotiques, mais enfin bon, ça s'acquiert. Et à mon avis, c'est un peu l'avenir des sports collectifs, cela. Entraîner nos athlètes, nos joueurs, de telle sorte qu'ils puissent déchiffrer ce qui se passe. C'est ça les grands joueurs. Regardez les grands joueurs, que ce soit Zidane, que ce soit Messi. Messi, c'est un petit joueur, 1m69, c'est une plume. Mais alors, paf, 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 c'est la vista. Bon, il faut, alors évidemment c'est un cas particulier, mais en principe, dans une équipe, tous les joueurs doivent être capables de comprendre cela. Et l'entraîneur doit jouer là-dessus. C'est difficile, mais c'est bien. Nuestra labor como profesores de educación física es enseñar a nuestros jugadores a anticiparse y jugadores, por ejemplo, y a descifrar los signos como Messi, como Zidane. Bueno, estaba explicando que Messi, que era un físico que no pesa nada, pues como es capaz de anticiparse a todo eso. Bon, je vais aller très vite pour que vous... El praxema como signo, que ya contiene significado. Bon, je vais très vite, je ne peux pas développer, pour vous laisser le temps de poser des questions. Je vais simplement présenter, je présente rapidement ceci. Voilà, ce sont des parcours, ça peut être fait par un laboratoire. Nous l'avons fait avec des enfants à Paris. Alors, l'idée, je vais très vite, l'idée, on prépare un parcours. Tout le monde passe un test sur ce parcours. On peut dire parcours. Un parcours avec des obstacles. Ah, vale. Donc. Oui. On teste les enfants. Puis on fait des groupes de même niveau.
Probamos a los niños y hacemos grupos por el mismo nivel. Groupe expérimental, groupe témoin. Grupo experimental y grupo testigo. Et encore à côté des groupes qui ne font pas le parcours, mais qui font un jeu de dames, enfin un jeu de tablier. Y al lado de ellos ponemos un grupo, un equipo que no va a hacer ese recorrido, sino se va a dedicar, por ejemplo, al juego de las damas. Un groupe répète le même sur 2 mois, enfin il y a 8 séances. Sur 8 séances, ils répètent, ils s'entraînent sur le même parcours. En 8 sesiones se entrena en el mismo recorrido. Un autre groupe s'entraîne en changeant de parcours à chaque fois. Y el otro equipo se entrena con recorridos diferentes. Et au bout de 8 séances, tous les enfants sont à nouveau testés, avec le parcours du départ. Y al final de las 8 sesiones, estos alumnos son evaluados, digamos. Voilà. C'est le pré-test, post-test. Eh bien, on constate que les enfants qui ont répété toujours le même parcours sont les meilleurs sur ce parcours. Y al final se constata que los alumnos que han hecho el mismo recorrido sin modificarlo son los mejores en ese recorrido. Mais si on présente un parcours nouveau, ils sont moins bons que ceux qui ont changé de parcours à chaque fois. Pero si les presentamos en ese momento un recorrido diferente, son menos buenos que los que cambiaron constantemente de recorrido. Et ceux qui ont fait de l'athlétisme, mais en dehors du parcours, qui ont fait des courses, n'ont pas fait de progrès. Los que hacían, por ejemplo, atletismo no hicieron ningún tipo de progreso. Ceux qui ont fait des jeux de tablier, pas de progrès. Ou pas. Ceux qui ont fait Ou enfin bon, passons, c'est pas important, c'est pas important. Voyez, et on a mis 2 types de pédagogie. Pédagogie ludique et pédagogie signifiante. La pédagogie ludique, c'est les enfants font le parcours sans que l'enseignant intervienne. Le professeur d'éducation physique ne dit rien, il fait passer. Et la pédagogie signifiante, c'est le professeur qui dit « Attention, là, vous voyez, il y a un obstacle, il faut d'abord attaquer avec la pelle, il faut esquiver, etc. » Donc, on donne du sens. Eh bien, on constate que quand on intervient, les résultats sont meilleurs. C'est intéressant pour nous. Distinguimos entre pedagogía lúdica y pedagogía significante. En el primer caso, el profesor no interviene y en el segundo caso, el profesor indica los gestos que hay que hacer, cómo pasar los obstáculos y en ese caso los resultados son mucho mejores, lo cual es más interesante para nosotros como profesores. Bon, il faudrait détailler tout cela, mais je n'ai pas le temps, mais je voulais vous montrer. Vous voyez, vous pouvez, avec des élèves, avec vos étudiants, faire ce type de travail. Moi, je l'ai fait, tout en étant à la Sorbonne, mais mon laboratoire allait dans les écoles. J'allais avec mes doctorants dans les écoles pour trouver des élèves pour faire cela. C'est tout à fait possible. Ustedes pueden hacer este tipo de ejercicios con sus alumnos. Él lo ha hecho con sus alumnos de la Sorbona y también han ido a colegios para hacer este tipo de pruebas. Bon, là, je donne l'idée, mais je ne détaille pas. Vous voyez, on a voulu savoir. En France, on dit les jeux traditionnels prépare au sport collectif. C'est-à-dire qu'on fait des petits jeux, c'est pas très intéressant, mais ça prépare au sport collectif. En Francia se dice que los juegos tradicionales preparan para los juegos colectivos. D'un air de dire, les sports collectifs, c'est ce qu'il y a de meilleur, etc. Alors, nous avons ici testé les enfants en pré-test, en sport collectif, Les groupes faisaient des jeux traditionnels, ceux-ci de l'athlétisme. Puis on a inversé, testé sur jeux traditionnels, ils pratiquaient les sports collectifs, etc. Autrement dit, est-ce que les jeux traditionnels améliorent les conduites motrices en sport collectif? Et là, est-ce que l'entraînement en sport collectif améliore les conduites de jeux traditionnels? Nous avons constaté, bien sûr, que pratiquer les jeux traditionnels permettait une meilleure performance. Donc, quand nos collègues disent on peut préparer les sports collectifs par les jeux traditionnels, c'est pas faux. Mais ici, nous avons constaté que la pratique des sports collectifs améliorait les pratiques de rapport à l'espace, de rapport à autrui, en jeux traditionnels. Autrement dit, nous pouvons conclure que les sports collectifs sont préparatoires aux jeux traditionnels. Donc, nous allons faire du handball, du rugby, du volleyball, pour préparer à la balle assise, au jeu de barre, etc.
Entonces, después de todos estos estudios, se constata que a partir del juego colectivo se prepara para el juego tradicional. Deporte colectivo. Ay, perdón, ¿qué dije? Deporte, sí, que a partir del deporte colectivo es como preparatorio para los juegos tradicionales. Oui, c'est préparatoire le sport collectif Oui, pour le jeu mais alors, voyez, traditionnel. non, les résultats prennent les idées à contre-pied. On nous disait que les sports collectifs étaient finalement les jeux les plus nobles, ceux qui étaient en bout de course, qu'il fallait préparer, et que les jeux traditionnels étaient simplement vaguement préparatoires. Nous avons montré que ceci était purement idéologique, car les sports collectifs préparent aussi aux jeux traditionnels. Sí, que tradicionalmente se pensaba que los juegos tradicionales preparaban para los deportes colectivos y eso es puramente ideológico porque se ha comprobado que es a la inversa. La población chicos de 11, 12 años. Bon, je n'ai pas le temps de développer, je vais terminer en parlant des pratiques de pleine nature. Va a terminar hablando de prácticas o de juegos al aire libre. C'est là aussi un travail de professeur d'éducation physique. Est-ce que les pratiques de pleine nature, comme le ski, les randonnées de pleine nature, le canoë-kayak, peuvent être utiles? Alors, voilà l'expérience que nous avons menée. Los juegos son también importantes, son tan importantes para nosotros como profesores de educación física, pues el senderismo, el kayak, etc. Des enfants faisaient une tâche verbale, d'autres une tâche psychomotrice, d'autres une tâche sociomotrice à dominante compétitive et tâche sociomotrice à dominante coopérative. Alors, des groupes faisaient cela avec questionnaires sociométriques et questionnaires sociométriques qui appréciaient la cohésion du groupe. Voilà par exemple des situations de pleine nature avec prise de risque. Allez-y, Sí, dites-le. ahí pues vemos fotos de prácticas al aire libre con un cierto riesgo. Avec de la coopération. Con cooperación. Coopération. Non. Comme ça. Voilà. 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 Alors, hay chicas y chicos. Voilà. Alors, ces activités motivent beaucoup les enfants. Estas actividades motivan muchísimo a los niños Ça leur plaît énormément. y les encanta. Et nous créons de la coopération. Creamos la cooperación, Les enfants travaillent ensemble, puesto que los niños trabajan font du juntos. sauvetage ensemble, font du sauvetage, la natation de sauvetage, le sauvetage, sauvetage en natation, c'est salvación, salvar, ¿cómo se dice? Ah, Socorrismo. bueno, se socorren unos a otros. Comment Salvamento. salvamento. Les enfants partent pendant plusieurs jours en pleine nature. Los niños se van durante unos días a realizar prácticas de este tipo al aire libre C'est une randonnée d'éducation motrice. y es un ejercicio de educación motriz. Kayak, bicyclette, Kayak, bicicleta, traverser au-dessus de l'eau, atravesar... encima del agua, et avec des relations de coopération pour porter les kayaks, etc. con relaciones de cooperación, pues por ejemplo llevando los kayaks, transportando los kayaks. Alors, quels sont les résultats? ¿Cuáles son los resultados? Alors, je vais remettre ça. Ici, tâche verbale. Alors, ce sont les psychologues, les psychosociologues qui ont travaillé là-dessus. On a à peu près le tiers du groupe qui est en communication verbale. Tâche psychomotrice, sociomotrice, on a presque tout le groupe qui est en communication motrice et verbale. Autrement dit, avec
nos situations de pratique corporelle, nous débloquons les groupes, nous mettons en communication tout le monde. Poniendo a los grupos en situación, Nous favorisons la prise de contact, les échanges entre tout le monde. Y los intercambios entre los, Alors ceci los niños. est évalué à partir des questionnaires sociométriques. Y son evaluados a partir de cuestionarios Et là, sociométricos. dans les tâches sociomotrices à dominante coopérative, non seulement il y a à peu près tout le monde qui communique, mais qui communique de façon positive. Y en el caso de la tarea sociomotriz, no solo comunicamos, sino comunicamos de manera cooperativa. Oui, alors que ici, les échanges étaient presque entre tout le monde, mais les échanges pouvaient être négatifs. Hein. Ici, les échanges ne changent pas de volume entre la première et la dernière partie. En el caso de las tareas psicomotrices y sociomotrices, hay comunicación, pero no en todos los casos es positiva. Ce qui a augmenté, c'est le volume, ce n'est pas la qualité. Lo que ha aumentado en esos dos casos es el volumen, pero no es la calidad. Ici, ce qui a augmenté, c'est le volume et la qualité. Y en ese caso, el volumen y la calidad no Autrement dit, les situations d'éducation motrice sont favorables à une meilleure connaissance d'autrui et à un développement du lien social. Alors ça, c'est capital dans nos sociétés démocratiques, hein. La recherche d'une cohésion acceptable, vivable. Et pour nous, professeurs, c'est formidable quand on arrive à faire en sorte que nos élèves, nos étudiants s'entendent bien entre eux. Ça favorise toute la vie en commun et ça donne peut-être des possibilités aux futurs élèves de s'accommoder de façon agréable et vivable de la vie sociale. Sí, en este caso lo que se consigue, y sobre todo a partir de estas tareas como profesores de educación física, es favorecer la comunicación y el conocimiento de unos y otros. Y en un futuro... Là, on montre bien que la praxéologie motrice étudie les conduites motrices dans leur ensemble, l'individu avec les autres, et peut développer de façon considérable la vie en commun et la relation autrui. Alors vous voyez, je termine en faisant la différence entre praxéologie motrice et éducation physique. La praxéologie motrice, c'est une science qui ne repose pas sur la recherche de valeurs ou de finalités. Termino concluyendo que la praxeología motriz ne s'appuie pas sur des valeurs no ou des se apoya finalités. en valores o en finalidades. La praxéologie motrice recherche des faits, des relations de cause à effet, recherche des connaissances. Sino que busca el conocimiento, la relación causa-efecto. Elle recherche des connaissances dans toutes les situations, Y una búsqueda de conocimiento en todas las situaciones, favorables ou défavorables. favorable o desfavorable. Mais l'éducation physique, c'est un sous-ensemble de la praxéologie motrice sous l'angle des résultats obtenus, car l'éducation physique cherche à valoriser des normes, des finalités dans le cadre de la praxéologie, de l'action motrice. Tandis que l'éducation physique, L'éducation physique s'appuie sur la recherche de valeurs, de finalités. que la educación física sí que busca, o si la educación física busca los valores, la finalidad. Oui. L'éducation physique est normative, c'est-à-dire que nous avons des normes. Par exemple, nous ne voulons pas qu'un de nos élèves frappe un autre sans raison. On essaye au contraire de canaliser l'agressivité. Si la educación física es normativa, no pretendemos en ningún caso que un alumno pegue a otro. Mais ça ressort à la praxéologie motrice. C'est du ressort de la praxéologie motrice. Pero la praxeología motriz es ese todo, La praxéologie motrice est beaucoup plus vaste. es mucho más amplia. La praxéologie motrice s'intéresse à tout ce qui se passe lorsque le corps est mis en jeu dans des activités ludiques ou sportives. Mientras que la praxeología motriz se interesa por todo lo que intervenga en las prácticas físicas. Alors voyez bien, la praxéologie motrice, c'est l'étude de toutes les situations motrices, quelles qu'elles soient. Et l'éducation physique, c'est une intervention pédagogique qui va intervenir sur l'action motrice en essayant de favoriser un certain nombre de finalités.
La praxeología motriz estudia Todo todas el las conjunto. conductas motrices, mientras que la educación física es un aspecto pedagógico de la praxeología motriz, Oui, qui se soumet aux finalités et aux normes. que se somete a las finalidades y a las normas. Voilà. Alors, bon, je suis allé très vite, hein, Que ha ido un poco rápido, mais maintenant, si vous voulez poser des questions. pero si quieren hacer preguntas. Vamos a dar un aplauso.